finirai juste un petit point sur la zik impressionnante de Michael Giacchino, vraiment un compositeur que j'apprécie énormément, qui réussit de sacrés trucs. Écouter ses musiques sur Star Trek, c'est un vrai bonheur. L'hymne de l'équipe, de la nouvelle équipe, est un vrai bonheur. C'est une réussite totale dès le début du film. C'est un compositeur très subtil et je reviendrai sur lui, notamment en analysant, je pense, une séquence du film Les Indestructibles. Parce qu'il bosse beaucoup aussi avec mon copain, le réalisateur du film Les Indestructibles, je vous le marquerai à l'écran parce que je me souviens plus de son nom, mon Dieu. Et pourtant, c'est Brad... ça me revient pas. Tant pis. Brad Bird, réalisateur que j'adore. Et je reviendrai sur cette séquence, c'est notamment son travail de musique qui est un des compositeurs actuels les plus impressionnants, je trouve, du cinéma hollywoodien. Un vrai maître en devenir et probablement déjà un maître. Et la musique qu'il fait sur Star Trek est géniale à tous les niveaux. Je conclurai donc sur ce premier film. Voilà, je pense que c'est une réussite à tous les niveaux, tout simplement. À part peut-être le méchant, qui est un poil caricatural, qui est joué par Eric Bana, qui est un acteur, je trouve, qu'on voit pas assez, qui pour moi vraiment est au minimum un bon acteur, voire un très bon acteur. Mais simplement, son personnage est faible. Son personnage n'est pas très intéressant. Et il va même un petit peu à l'encontre de la série d'origine, parce que la série d'origine savait créer des antagonistes un peu plus profonds parfois, ce qui est un poil décevant. Et je pense que ça diminue un tout petit peu la qualité de ce premier Star Trek, qui aurait été vraiment génial si ce méchant avait été réellement un antagoniste un tout petit peu plus pensé, j'ai envie de dire. Mais ils se sont concentrés sur l'équipage et le film fonctionne très bien. Donc c'est vraiment un bémol. Je pense pas que le film soit affaibli par ça. Mais avoir un méchant, entre guillemets, maintenant que surtout Star Trek Into Darkness, c'est-à-dire le deuxième, est sorti, qu'on a vu et qu'on a pu apprécier la performance de Benedict Cumberbatch, c'est à la comparaison, Eric Bana souffre. Donc j'y arrive. Arrive donc Star Trek Into Darkness, que j'avais attendu en trépignant et qu'ils ont mis, je crois, 3 ou 4 ans à faire. C'était insupportable. J'avais vraiment tellement aimé le premier que ça avait été vachement dur d'attendre 4 ans. Et j'ai pas regretté une seconde d'avoir attendu. Star Trek Into Darkness arrive donc en 2013. Et déjà en premier lieu, c'est une suite fidèle au premier. Les personnages, notamment dans les thématiques, les personnages sont toujours en apprentissage. Le capitaine Kirk essaie de devenir un capitaine, entre guillemets, avec plus de sagesse. Spock essaie de devenir un second avec plus d'humanité, et notamment à surtout réussir à exprimer le fait qu'il ait évolué dans sa part d'humanité, et donc de sensibilité par rapport aux autres. Et c'est ainsi pour tous les personnages. Les personnages secondaires gagnent en densité. Sulu qui devient une sorte de pilote, leader. Ça fonctionne vraiment très très bien en très peu de scènes. Scotty qui devient par moments héroïque. Uhura qui à un moment est meneuse du groupe aussi. Et ça aussi, ça marche très naturellement et très très bien. Bref, etc. Le casting évolue de manière très logique, très sensible et en douceur. On sent vraiment pas une sorte de cap franchi après le premier, du genre le premier est fini et hop, on attaque le deuxième avec une équipe qui aurait complètement rejoint ses aînés, ses ancêtres, leur pseudo avenir. Non, il y a vraiment une douceur et une finesse dans l'évolution qui fait que du 1 au 2, on sent qu'un cap se franchit, mais on le franchit avec eux. C'est le genre de finesse d'écriture que j'apprécie bien chez notamment J.J. Abrams, et là on le sent vraiment très fortement dans ce film-là. L'action est toujours dynamique, nerveuse, voire même avec une part de gigantisme par moment qui est assez incroyable. Il y avait déjà dans le 1, c'est une bataille spatiale contre un vaisseau ennemi complètement délirant, et dans le deuxième, il continue sur la même thématique, le vaisseau ennemi immense. Je spoile pas, vous verrez. Et ça fonctionne encore une fois très très bien, avec notamment un travail sur la petitesse des membres de l'équipage quand l'entreprise se prend des missiles dans des trous et ainsi de suite. On a des gens qui s'envolent dans l'espace, donc on passe de l'intérieur par exemple du vaisseau, des couloirs au vide intersidéral, ou l'inverse, on passe du vide à l'intérieur. Des choses qui donnent vraiment une sensation de gigantisme et de catastrophe vraiment décuplée. Et émotionnellement, c'est très très efficace. Mais en plus, dans celui-là, on va dire que c'est quasiment le même que le premier, en gardant les mêmes outils, en les utilisant encore une fois très très bien. Mais il y a une part de noirceur qui est vraiment beaucoup plus affirmée dans celui-là. Le film est en fait globalement plus violent que le premier.
Alors, il faut me comprendre par plus violent. Le body count est similaire, hein. On a autant de victimes secondaires. Enfin, petite parenthèse, mais dans les 3 films, il y a la thématique de l'équipage, de l'importance de l'équipage pour le capitaine. Quand on voit le body count qu'il y a dans les 3 films, on se demande vraiment si le capitaine Kirk il n'est pas plutôt concentré sur l'équipage de guidage, hein, c'est-à-dire ses 10 copains, plutôt que le reste de l'équipage. Parce que c'est assez incroyable le nombre de morts qu'il y a dans ces 3 films au sein de l'équipage de l'entreprise. Enfin bref. Mais c'est pas le body count qui rend l'histoire plus sombre, c'est vraiment l'image de Starfleet, qui est vraiment plus qu'écornée dans Star Trek Into Darkness. Il y a vraiment à un moment donné une sorte de discours autour de ce que l'idée même de société parfaite symbolisée par Starfleet propose, et qui est clairement abîmée, voire complètement en déclin. Vraiment, j'essaie de pas spoiler trop, même si je fais des longues critiques. J'ai envie de vous laisser découvrir les films aux gens qui ne l'ont pas vu, tout simplement, ou qui voudraient le revoir. Le film se permet des effets de genre particulièrement bien sentis dans ce sens-là. Je pense notamment au cri, je dirais le cri dans l'espace, qui est très très bien foutu, qui est un effet qui m'a beaucoup plu, parce qu'il est très bien placé, quoi. C'est un effet de film de genre qu'on retrouve dans plein de films. Alors on pourrait partir sur les films de Dario Argento ou d'autres. Mais là, comme il est bien dosé et qu'il arrive au bon endroit, il glace le sang, il y a vraiment quelque chose de très efficace. Il a vraiment compris ses bases et ses références Abrams. On le sent dans ce genre d'effets. Et surtout, évidemment, dans ce film-là, au-delà des effets de genre bien sentis, il y a un ennemi particulièrement bien écrit et interprété par Cumberbatch, qui rajoute encore une part de noirceur, parce qu'il y a entre son personnage et le personnage de Kirk, sans spoiler, un travail d'antagonisme et de rapprochement. Et surtout sous l'angle d'un Kirk qui est encore trop jeune, et qui par moments va jusqu'à imiter son quelque sorte adversaire. Et c'est une excellente idée, parce que déjà Pine et Cumberbatch le jouent excellemment bien. Ils sont incroyablement complémentaires. J'aime beaucoup l'idée qui peut paraître un peu absurde, puisque Cumberbatch commence à exploser à ce moment-là, à l'avoir dans le rôle de ce personnage-là emblématique de la saga Star Trek, pardon. C'était juste évident. Mais j'aime le contraste aussi entre leurs visages. C'est-à-dire que Cumberbatch a un visage beaucoup plus allongé, avec des yeux fins, presque des lignes, un nez très sec comme ça, tandis que Chris Pine a un visage plus carré, avec des grands yeux verts, une mâchoire plus affirmée. Il y a vraiment une différence de physiologie chez eux qui fonctionne d'autant plus mieux qu'on a l'impression qu'ils ont la même base en même temps. Il y a vraiment quelque chose de l'anglais et de l'américain, mais je trouve dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils viennent de la même source. Et c'est joué aussi dans d'excellents plans de dialogue entre Kirk et cet ennemi. Harrison qui joue beaucoup sur les reflets. Et il n'y a pas 200 reflets, il y en a un ou deux. Mais c'est extrêmement bien vu, ça arrive pile au bon moment, ce qui fait qu'on est constamment dans la sensation de ce rapprochement et éloignement entre les deux personnages. Il y a notamment le moment où Harrison explique plus ou moins ses motivations, ou ce qui l'a poussé à agir, et c'est une séquence très complexe parce qu'on ne sait pas vraiment s'il ment ou s'il est absolument sincère. Le film ne donne pas de réponse à cet endroit-là. Il nous laisse avec un doute. Et j'aime beaucoup cette finesse-là d'écriture chez Abrams, puisqu'il ne va pas noircir le personnage jusqu'au bout, alors que évidemment c'est un ennemi Star Trek, c'est-à-dire qu'il va avoir des dessins à un moment donné mauvais. Ça c'est là où peut-être la limite des 3 films, d'ailleurs j'en parlerai un peu plus en parlant de Star Trek Beyond, mais ça reste des ennemis de Star Trek, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, même s'ils ont des volontés intéressantes, ils vont avoir quand même quelque chose de mal à faire pour que les membres de l'équipage soient obligés de les stopper et que ça mette en place la machine à action, entre guillemets. Je pense qu'ils auraient pu arriver à ça avec encore plus de finesse en jouant essentiellement sur des quiproquos. Et je trouve que c'est mieux quand c'est des petits quiproquos qui déclenchent des choses, parce que ça donne encore plus de drame et d'intensité à ce qu'on voit. Les personnages ne voulaient pas vraiment s'opposer, mais à cause de
de la rapidité de l'enchaînement et des choses graves qui s'enchaînent, ils sont obligés au bout d'un moment de se confronter l'un à l'autre, parce que la situation est devenue ce qu'elle est. Et que sans cette situation, probablement, ils n'auraient pas eu à se confronter. Je préfère cette forme d'écriture-là. C'est pas le cas dans les Star Trek. À un moment donné, le personnage de Cumberbatch, John Harrison, se révèle réellement noir et méchant, à proprement parler. C'est vraiment une très bonne idée, cet rapprochement. J'évoquerai encore une seule scène. C'est la scène où Kirk se fatigue les poings. Vous verrez un peu de la séquence. J'aime beaucoup cette séquence parce qu'elle est jouée avec sécheresse. Et elle vient réellement très bien armer les quelques moments de dialogue qu'ils ont ensuite ensemble. Et notamment ce que j'appellerais l'interrogatoire inversé, où il y a ce fameux jeu subtil des reflets. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas eu ce contact physique avant, et sous cette forme-là, il n'y aurait pas cette finesse-là et cette puissance émotionnelle au moment de cet interrogatoire et de ce jeu de reflets. Bref, c'est excellent. On ne peut pas dire les choses autrement. Je sais que je suis encore une fois un peu trop dans l'hyperbole, mais grosso modo, c'est le fil narratif premier du film. Ils l'ont vendu comme ça, on voyait déjà Cumberbatch sur notamment les affiches du film, et dans les teasers, et c'est exactement comme ça qu'on vend un film. On montre un personnage, et on l'exploite réellement à fond, on lui donne du charisme, on travaille sur lui pour que ce soit réellement lui l'argument numéro 1 de ce film, et c'est le cas. L'équipage est excellent, et on vient rajouter dessus un adversaire qui est réellement charismatique, intéressant, profond, et ça relève encore la qualité de tout l'équipage, de l'écriture, de la réalisation, et ainsi de suite. Donc globalement, le soin apporté à ce méchant et la qualité d'interprétation et de mise en scène de ce personnage en font le film narratif sous-jacent de ce film, et notamment parce que Spock et Kirk se réunissent à travers les actions de ce méchant. Ça, encore une fois, c'est une très belle réussite. Je rajouterais simplement, je pourrais parler longtemps de Star Trek Into Darkness, c'est un film sur lequel je reviendrai probablement dans d'autres vidéos, peut-être que je t'analyserai des séquences, on verra. Je finirai juste encore une fois sur la musique de Michael Giacchino, qui est encore une fois génial. Il reprend le thème qu'il avait utilisé dans le 1, c'est encore une fois brillant, et notamment le thème du méchant est vraiment puissant, angoissant. Les envolées de violon sont encore une fois excellentes. Il y a vraiment un contraste entre ces envolées de violon et les moments d'émotions brutes que renvoie le thème du méchant. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les envolées de violon qu'on a dans le thème principal permettent vraiment de symboliser l'unité de l'équipe au travers de son vaisseau, notamment, mais aussi les émotions brutes que les événements provoquent sur les personnages, comme le vertige, la peur, la colère, etc. Et à chaque fois, les violons fonctionnent très très bien, et on sent vraiment que c'est cette idée d'avoir symbolisé l'équipe au niveau sonore par ce lien de violon et d'instruments avant, permet de naviguer émotionnellement dans le film avec cet équilibre. À chaque fois qu'un personnage vit quelque chose de particulier de l'entreprise, on essaie de faire revenir ces violons de manière sous-jacente ou un peu différemment. Et du coup, on est constamment émotionnellement lié à l'idée que ces violons ce son de violon nous ramène à l'unité du groupe, même quand on est avec un seul personnage. Enfin bref, Star Trek Into Darkness est un petit chef-d'œuvre, un vrai grand moment de science-fiction pour tous les fans de science-fiction, et je pèse mes mots, je pense que même 3 ans plus tard, ça reste un film d'une efficacité assez exceptionnelle, et un des meilleurs films que j'ai vu sur une équipe qui essaye de faire corps, et qui en plus a l'avantage au début du film d'être en train de grandir, et à la fin du film ils sont toujours en train de grandir. C'est-à-dire que l'autre force du film est réellement de ne pas les refaire franchir un cap qui soit trop définitif, du type c'est bon, ils ont déjà fini le trajet du premier film, ce qui aurait donné l'impression d'être un peu rapide.